I back it up. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. De retour avec Rust. Salut Rust. Salut Guillaume. Voilà. Manque d'enthousiasme cruel après cette UFC. C'est pas pour ça qu'on est là, bordel. UFC Belém. Que dire de cet ordre? Bref, on va commencer avec le co-main event donc, qui opposait Shevchenko avec contre Priscilla. Priscilla qu'on ne devrait vraisemblablement pas revoir à l'UFC de sitôt. Donc Cachoeira qui a été envoyé au cachot donc par non, très mauvaise blague, qui s'est littéralement défoncé par Shevchenko. Tout simplement parce que mauvais matchmaking, cornering aux fraises et puis arbitre égal à lui-même. Ouais, du coup en fait cette fille-là, Cachoeira, a été clairement jetée en pâture à Shevchenko. On a une nouvelle fille qui est championne de la catégorie flyweight, qui d'ailleurs est elle-même une nouvelle catégorie. La championne, personne n'en a jamais entendu parler. Nico Montano. Voilà, qui a gagné donc The Ultimate Fighter, l'émission tournoi créée par l'UFC. Que personne ne regarde non plus d'ailleurs. Hein. Non, personne n'en a rien à branler non plus. Voilà. Comment dire, et donc Shevchenko en fait qui est probablement le meilleur espoir, qui est une championne durable de la catégorie. Ouais. On lui a filé une meuf qu'on a vraiment, on l'a trouvée au trampoline park du coin et on l'a filé un peu en pâture à Shevchenko. Il y avait 3 divisions d'écart, ça a été une boucherie sans nom parce que Shevchenko c'est une strikeuse d'élite et elle est bonne partout de toute façon. Et clairement, Cachoeira a été, master classé dans toutes les disciplines. Ça a duré 10 fois trop longtemps et ça a été une boucherie que Mario Yamasaki aurait dû arrêter beaucoup plus tôt. Après, j'ai entendu son témoignage et pour sa défense, il disait que en fait, quand un combattant est à terre et qu'il est en passe de se faire arrêter, que l'arbitre arrête le combat, l'arbitre va lui demander il faut que tu bouges, sinon je vais être obligé d'arrêter le combat. Et apparemment, Cachoeira aurait bougé à chaque fois à ce moment-là. Ouais, mais après, ça me fait mal parce que t'es là, tu dis c'est quoi la mort? Il faut que tu bouges. Non, mais elle est morte. Elle bougeait plus, c'est bon. C'est ça qui est super stupide, tu vois. Forcément, elle va bouger parce qu'il y a l'instinct, parce que machin, mais à un moment donné, si on veut préserver un être humain contre sa volonté, il faut arrêter le combat. Et je suis d'accord avec toi, quand j'ai lu son statement, c'est vrai que ça peut se défendre, mais en même temps, la fille, c'est premier combat à l'UFC contre Shevchenko. Forcément, tu te dis, j'ai envie de rester parce que voilà, elle avait un job à côté, elle combattait dans de sombres organisations brésiliennes avant, certes invaincue, mais c'était vraiment contre des nobody, vraiment des nobody, encore plus nobody qu'elle. Donc c'était un peu sa seule chance de faire du MMA son métier, hein, si on peut parler ainsi. Donc c'est clair que tu vas pas te dire, pour le bien de la combattante, tu peux dire, ok, j'arrête le combat là. Et donc bref, petit point statistique. Donc 230 coups reçus et 3 donnés, voilà. Magnifique. Ouais, c'est vraiment communément ce qu'on appelle une exécution et pousser le corps dans une fosse commune. C'est vraiment Dana White est un peu gonflé, tu vois, de faire le mec parce qu'il a mis sur Twitter juste après. Alors bravo à Cachoeira je sais plus comment elle s'appelle, Priscilla. Bravo à Priscilla qui a montré qu'elle était extrêmement dure au mal, qui a montré qu'elle était une combattante et une guerrière dans l'âme, ce qui est vrai. Hein. Tout à fait. Et il a mis, mais par contre, énorme carton rouge à Yamasaki, l'arbitre, parce que ce mec-là, il devrait plus avoir le droit d'être arbitre, hein, il l'a dit mot à mot. Et c'est quand même sacrément gonflé de la part du président de l'UFC qui est quand même qui a un droit de regard sur le matchmaking, de faire ce genre de commentaires, sachant qu'à la base, si on veut pas un massacre, tu mets pas un dominant et un dominé clairement avant le début du combat. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais d'un autre côté, je pense qu'il a un peu Yamasaki en ligne de mire, parce que ça fait un moment que chaque fois que l'arbitre il fait des erreurs, il est là pour le cartonner. Et Dana White, ça a beau être le président de l'UFC, contrairement à tous les autres présidents des autres ligues, il est beaucoup moins discret en fait, et il a beaucoup moins le sens de la mesure. Il n'a pas du tout le sens de la mesure et c'est sa personnalité et c'est voulu aussi parce que Dana White a fait de Dana White un des personnages les plus importants et les plus médiatiques de l'UFC. Donc à un moment donné, quand il crée ses propres shows, ses propres émissions de télé qui s'appellent Dana White Contender Series ou Looking for a Fight. De quoi? Looking for a Fight. Et Looking for a Fight qui est une ode à la vie de Dana White et de ses potes. C'est quand même extraordinaire.
c'est devenu un peu, vous savez, les bouquins Martine à la plage, Martine au club, bon bref. Et c'est un peu pareil. C'est Dana White qui se met en scène dans tous les trucs possibles, à toutes les strates de sa propre organisation. Et du coup, maintenant, c'est devenu un président, certes extrêmement médiatisé, mais peut-être un peu trop, et il faudrait peut-être remettre l'accent sur les combattants, quoi. Voilà, tout est dit par Rust. On va passer donc au main event. Machida n'est pas mort. Machida n'est pas mort. On le disait vraiment 6 pieds sous terre après son énorme KO contre Derek Brunson. Première victoire depuis 2014. Oui, parce qu'il a popé pour stéroïdes aussi, je crois. Enfin. Faut pas le dire. Oui, il a popé. Raconte l'anecdote. Il a lui-même popé en fait. Il s'est auto-popé. Parce qu'il n'a pas été contrôlé positif. Il a avoué. Et donc, comme il a avoué, il s'est fait suspendre alors qu'il n'avait pas été contrôlé pour ça. Voilà. C'est quand même une situation qui manque pas de panache. C'est de dire, c'est d'arriver devant les mecs et de dire, bon, par contre, les gars, je pense que je suis dopé, donc, mettez-moi les menottes. Il se trouve qu'il n'était pas dopé, mais il a quand même pris le tarif et il a quand même pris la peine. Donc au final c'est assez comique et c'est presque ubuesque, et alors il était tout énervé sur ses comptes de réseaux sociaux, mais bon, d'un autre côté mec, si tu dis que t'es coupable, à un moment donné on va te prendre au sérieux, tu vois. Mais c'est terrible de se dire t'es honnête, tu prends 2 piges. C'est vrai que c'est un petit peu dur. Enfin, quoi qu'il en soit, il est revenu contre un jeune premier qui aurait pu créer la surprise, Eric Anders, pour un combat de 5 rounds qui était intéressant mais pas extrêmement excitant. Voilà. Et on a retrouvé, alors moi j'ai trouvé, on a remis la main sur le vrai Machida, sur un mec très rapide, extrêmement bon, précis et intelligent en contre, extrêmement évasif et difficile à choper et à cadrer, ce qui a pourtant bien fait Anders. Il a bien cuté la cage. Mais voilà, il se fait maintenant toucher très souvent, c'est ce qu'on disait avant. Il y a toujours une impression de danger et il a plus cette aura d'invincibilité. C'est plus le même, c'est juste plus le même. C'est juste plus le même. Donc voilà, maintenant on va juste regarder un peu comme on regarde un Alistair Overeem, ou un peu comme on regarde, qui aurait un menton un petit peu aussi de verre. Andrei Arlovski, pareil, voilà. Un mec qui est extrêmement compétent, qualifié et qui a énormément de skills. Donc on regarde un petit peu, on le regarde avec délectation parce qu'il sait faire des choses à la perfection. Mais on va toujours croustiller un peu des fesses parce qu'en gros, on sera toujours à 2 doigts du chaos. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé contre Eric Anders. C'est-à-dire qu'Anders n'a pas fait preuve non plus d'un style extraordinaire et d'une autorité extraordinaire. Non. Et pourtant, il a mis en danger souvent. Quoi. Ouais, il est passé à plusieurs reprises, donc du chaos, de la victoire par chaos. Donc une défaite par décision partagée pour Eric Anders. Première défaite en carrière. Rien d'humiliant face à une ancienne légende. Il manque juste en fait l'occasion de passer le next step et de devenir une... Ouais. Baby star, espoir validé, poinçonné de l'UFC. Et pour Machida, pour l'instant, ce sera un combat contre Bisping, puisque Bisping dit que ce combat-là coche toutes les cases pour un combat de retraite. Est-ce que toi, t'en penses quoi de ça ? En fait, je pense que ce sera un très bon combat pour les deux. Ouais, pareil. Ce sont 2 anciennes gloires. Le combat fait sens là où ils en sont de leur carrière. 2 anciens champions dans la vraiment... qui commencent à décliner un petit peu, qui sont vieux et qui voient déjà la lumière au bout du tunnel. Je pense que ce sera un matchmaking parfait, honnêtement. Oui, non, c'est clair, super. Pas dangereux pour Bisping qui pourra garder sa 2e rétine. Donc c'est formidable en plus. Voilà. Et donc, nous allons maintenant parler d'un homme qui est plus âgé que Lyoto Machida, qui est plus âgé que notre cher Michael Bisping, mais qui, lui, va combattre pour le titre intérimaire de la catégorie. Le monstre des middleweight. Oh merde. Ouais. Oh là là. De toute façon, les qualificatifs manquent pour décrire ce mec-là, qui a 40 piges. Et alors, je n'ai plus la statistique exacte et je ne veux pas faire de bêtises, mais ce qui est sûr, c'est qu'il participait au championnat du monde de lutte en 1999 déjà. Oui. Il me semble même qu'il l'a gagné. Oui, il a gagné en 99, médaille d'argent au JO 2000. Donc, voilà, médaille d'argent au putain de JO 2000. Enfin... David Douillet était champion olympique au JO 2000. C'est vrai, hein. Attends, c'était qui ? David Douillet, champion du monde de judo en 2000. Ah vache ! Et là, tu te dis, wow. C'est la préhistoire, quoi. Ouais. Et le mec, il est toujours là, il est toujours hyper fort. Et donc, ouais, Yoel Romero qui a commencé en fait à s'entraîner dans la MMA 2007, à 30 piges,
Premier combat pro, 2009. 32 piges. On a un peu un espèce de Randy Couture dans la forme. Ouais. Randy Couture qui avait commencé sa carrière de combattant, il me semble, à 38 piges, un truc comme ça. Et bien là, c'est un peu pareil pour Romero. Et sauf que Romero, c'est Superman. C'est un super-héros. C'est un mec qui peut faire ce que les autres... Oubliez les autres êtres humains. Même les autres athlètes surentraînés de l'UFC et du MMA ne peuvent même pas faire eux-mêmes. Yoel Romero fait ça sans effort à 40 piges. Et à ça, vous additionnez un background de lutte. Il fait partie des meilleurs lutteurs de tous les temps, Yoel Romero. Il a battu Kel Sanderson plusieurs fois, qui est lui-même considéré comme top 5 de tous les temps. Il a gagné un nombre de médailles dans toutes les compétitions. Dans toutes les compétitions. C'est un des mecs les plus décorés en lutte qu'on peut trouver sur la planète Terre. Ouais. Le mec a décidé de faire une transition au MMA. Il a des facilités athlétique, mais dans tous les secteurs, même en striking. Même niveau réflexe. C'est un chat. Il a des réflexes qui sont inhumains. Il peut. C'est un peu comme Roy Jones Jr. en MMA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui a tellement de facilité, même au niveau du rythme, du timing, au niveau du coup d'œil, et en plus des réflexes, de la rapidité, etc. C'est un mec qui peut. Roy Jones, quand il était en boxe anglaise, en fait, il n'avait même pas besoin du jab. Parce qu'il était tellement rapide et il avait un tellement bon sens du rythme qu'il pouvait direct attaquer avec un putain de cross arrière, un truc comme ça. Et bien en fait, Yoel Romero, c'est pareil. Il est tellement rapide et il peut tellement réduire les distances à une vitesse qui est supraluminique qu'en fait, il s'embarrasse même pas à essayer de faire un peu de technique jab, ok, je rentre en uppercut, un truc comme ça. Il vient direct avec des coups pour la chasse à l'éléphant, quoi. C'est fou. Terrifiant. C'est fou. C'est un peu ce qui me fait peur. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est le sens... Il est hyper impressionnant, c'est vrai, mais son physique, quand ça va le lâcher, il sera fini. Il sera vraiment fini. Ouais, c'est ce qui est un peu dommage dans le sens où... Enfin, c'est un peu dommage. Dans le sens, forcément, son physique à 40 ans n'est plus aussi bon qu'à 30, mais il met toujours 15 km à tout le monde. Mais le jour où ça va lâcher, ça va être compliqué. Et donc là, voilà, on vient de vous faire une intro quand même de 3 minutes sur un mec qui a l'air imbattable, mais qui vient de perdre. Hein. Ouais, il vient de perdre. Alors après, il a perdu une décision contre Whittaker. The Reaper. The Reaper, qui est lui-même, il a chopé, on pourra en parler si tu veux, il a chopé le mec toutes les maladies du monde, genre en 3 jours. Ouais. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le combat Romero-Rockhold, c'est parce que Robert Whittaker, le champion en titre, ne peut pas défendre. Voilà. Et donc Romero a perdu le dernier combat par décision en 5 rounds contre Whittaker, mais la défaite n'était pas déshonorante. Il a gagné les 2 premiers rounds. Et il s'est juste. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a un peu gazé, je pense. Un peu de gazage, mine de rien. Il y a sûrement un peu de gazage, mais même, c'est comme si, en fait, au bout d'un moment, il y avait plus de solution. Et du coup, il a perdu le combat. Mais c'est. Rien d'humiliant. Enfin, clairement, le côté effrayant de Yoel Romero, parce que Yoel Romero, il y a aussi le côté. Ce gars est dangereux pour votre carrière, en fait. Il est dangereux pour votre santé. Et c'est pas une blague en mode Rory McDonald qui va dire ça pour faire un peu de trash talk. Lui, il fait pas de trash talk, mais c'est vrai qu'à chaque fois, enfin, hormis... Et encore, Robert Whittaker qui a gagné, c'est quand même... a été blessé sur un kick de Yoel Romero et depuis n'a plus remis les pieds dans la cage. Le soldat de Dieu a encore frappé. Attends, j'ai disparu là ou c'est bon? Non, you back. Mais oui, il a The Soldier is back. Non, cet homme est dangereux parce que tout simplement, en fait, ça peut venir de n'importe où, n'importe quand, et avec une puissance de bombardier soviétique. Et c'est vraiment ça qui est flippant, c'est que les KO de Romero, c'est vraiment, comme vient de dire Guillaume, c'est pas des KO anodins et bénins. C'est-à-dire que un KO de Romero, comme par exemple celui contre Weidman, celui contre Kennedy, contre Machida, celui contre Machida, c'est vraiment difficile de tenir le regard quand on regarde le combat contre Machida. Le mec est tellement surpuissant que vraiment, enfin, on sent que c'est comme s'il avait 2 fois plus de possibilités de faire mal que les autres. C'est vraiment, c'est presque un super héros avec des êtres humains. Enfin, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. C'est presque inné. Parce que il y a pas ce côté méchant méchant.
qu'un John Jones peut avoir, dans le sens où John Jones, on voit que quand il utilise ses elbows, quand il fait ses kicks, il y a cette volonté de frapper là où ça fait mal. Romero, c'est plus, je te tape ici parce que ça va te neutraliser et que je vais gagner. Mais on sent, et puis même ça se fait facilement. C'est ultra puissant, mais on n'a pas l'impression qu'il y a de la haine, c'est juste le gars fait son job et puis après, explosion de joie parce qu'il vient de gagner. Voilà. Ouais, il n'y a pas du tout le côté vicieux de John Jones. Il y a aussi un côté qui est un peu, comment dire, qui est un peu troublant chez Romero, c'est le côté justement, par rapport à ce que tu viens de dire, on a presque l'impression il est en décontraction totale quand il est dans la cage. D'ailleurs, c'est une de ses techniques. Un peu trop décontracté d'ailleurs, un coup. Ouais, oui, bah, je sais pas si vous savez, hein, vous devant votre ordinateur, mais Romero s'est chié dessus en fait dans la cage. De ce cercle très fermé de personnes qui ont lâché tous les sphincters de contentement, on imagine, hein, dans la cage. Et donc depuis, ça le suit, c'est un peu une running joke parmi les fans de MMA. Mais donc en tout cas, il est chez le coiffeur, quoi. Il est décontracté. Et c'est justement ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une de ses armes aussi, c'est que c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de finish au premier round. C'est parce qu'en fait, il prend son temps et il y va vraiment un peu les gondoles à Venise. Enfin, vraiment, il y va tranquille. Il va juste regarder ce que peut faire le mec en face. Et c'est juste que quand Romero décide de mettre un coup d'accélérateur, à ce moment-là, il faut vraiment, vraiment garder le contrôle du bolide parce que c'est au moment où Romero commence à boum, où il décide, ok, j'y vais. Si vous n'êtes pas un petit peu sur le qui-vive à ce moment-là, c'est terminé. C'est dévastateur en une demi-seconde. Et c'est le problème, c'est que du coup, comme Romero vous met dans un espèce de sentiment de sécurité dans la cage parce qu'il ne tente pas grand-chose, parce qu'il a un mouvement qui est assez lent, il ne met pas la pression, sauf qu'au moment où il la met, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention, quoi. C'est ça qui est terrifiant chez Romero. C'est ce danger sous-jacent constant. Et face à lui, l'homme le plus stylé de la planète, que Rust va vous présenter en une seule citation de Chris Weidman, ancien champion de la catégorie. Je ne sais pas si c'est la même, mais c'est la seule raison pour laquelle vous pouvez encore avoir une petite copine aujourd'hui et Ken, c'est parce que Luke Rockhold n'est pas passé là d'avant. Tout est mal dit, j'ai fourché, mais vous avez saisi l'idée. C'est un mannequin qui est aussi un mâle alpha, qui est aussi un corps de dieu grec, qui est un surfeur, un skater, qui est aussi un... Il est doué de sa langue, on l'imagine dans tous les domaines, mais en tout cas aussi au niveau de l'art de la parole. Il est ancien champion et c'est un des mecs les plus talentueux qu'on ait vu dans les sports de combat, dans la catégorie middleweight, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est tout simplement ce mec-là, 1m91, 84 kg de pur muscle fonctionnel et athlétique, qui va arriver avec des skills dans toutes les directions et des armoires remplies à ras-bord de tricks, il y en a partout. C'est une bonne. Le mec coche vraiment toutes les cases. Et il est américain aussi. Enfin vraiment, le mec, il n'y a aucune case que vous pouvez ne pas cocher pour faire de lui une superstar, mais pourtant, ce n'est pas une superstar. Alors qu'est-ce qui se passe ? Peut-être l'arrogance, je sais pas. Peut-être que l'UFC préférerait un espèce de Captain America. Ou peut-être que Dana White est jaloux, peut-être. J'y ai pensé à ça, je me dis peut-être qu'il y a de la jalousie. Parce que vous savez que toutes les stars de l'UFC, par exemple Conor McGregor, il fait 1m75, tu vois. il y a toujours quelque chose qui fait que... Alors que Luke Rockhold, c'est vraiment le gars... Ceux qui ne le connaissent pas, allez mettre ça sur Google. Le mec a tout. Le mec a vraiment tout. Enfin... Il y a tout, et c'est vrai que, en plus, pour le coup, Dana White s'est vraiment acharné sur ce mec-là. Enfin, c'est-à-dire que ce soit au niveau sportif, du matchmaking, au niveau des déclarations assassines, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière le rideau, mais c'est pas normal de s'acharner autant sur un mec. Surtout qu'en plus, il vient d'Eke, qui est une super team. C'est là qu'il y a Khabib, c'est là qu'il y a DC, c'est là qu'il y a Kane. Donc normalement, en plus, et ancien champion, comme tu l'as dit, du Strikeforce. Donc normalement, c'est un gars... Si on est l'UFC et qui est américain de surcroît, on a tendance plutôt à vouloir le pousser pour la catégorie. Parce que c'est vrai qu'en middleweight, on préfère toujours que ce soit un gars comme ça plutôt qu'un Yoel Romero qui soit champion. Ouais.
Après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi le côté Luke Rockhold, qui coche pourtant toutes les cases, a été champion. Ça aurait pu être le début de quelque chose de grand contre Bisping. Voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Et une sale défaite. Une défaite. Une défaite. Hein. Mais cette défaite-là, pour moi, c'est la défaite. Enfin, oui, c'est la défaite qui fait qu'à moins qu'il se prenne un énorme chaos de l'espace, ce qui est déjà arrivé dans sa carrière, qui va gagner parce qu'il prendra plus jamais aucun combat de sa carrière à la légère. Ouais, on est un peu dans une dynamique, tu sais, post-Matt Serra pour Georges Saint-Pierre. Ouais. Où Georges Saint-Pierre, qui avait combattu à l'époque Matt Serra, le premier combat, et Matt Serra qui était vraiment, enfin, c'était un peu considéré comme le mec déjà sur la pente descendante, personne ne le prenait au sérieux. Georges Saint-Pierre ne s'est pas entraîné, il a perdu, et depuis, il n'a plus jamais été le même. Et ben, Luke Rockhold, ça peut être ça. La différence, quand même, c'est que Luke Rockhold, c'est vraiment typiquement le genre de mec, il coche tellement toutes les cases. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il le sait. Et du coup, je pense qu'il ne pourra jamais se défaire réellement de son arrogance. Ouais, et dans la chaleur et dans l'adrénaline d'un combat, il pourrait faire des erreurs malgré tout. Mettons qu'il commence, tu sais, qui commence à pinpointer, qui commence à écarteler et à un petit peu dominer totalement Romero, même au sol. Bon, là, ça me paraît compliqué, mais... mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas au sol ? Parce que maintenant, Romero, ça va lui faire bizarre de se dire « Oh !» Quelqu'un, pour la première fois peut-être de sa carrière Romero en MMA, il y a un gars qui va pouvoir lui répondre au sol. Ouais, et encore c'est compliqué parce que Rockhold est tellement talentueux au sol, en jiu-jitsu et en grappling, qu'en fait il a pu disposer presque sans effort de tout le monde quand il s'est retrouvé au sol en middleweight à l'UFC. C'est exceptionnel. Hein. Mais en plus, il s'entraîne avec DC. Parce que ça aussi, il s'entraîne avec DC et Khabib. Ouais. Bon. Bah, le net plus ultra en termes de grappling et de lutte à l'UFC, clairement. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on dit qu'il coche toutes les cases, le striking, bon, ça a toujours été son petit préféré, et maintenant il s'entraîne avec Henry Hooft, qui est quand même un entraîneur parmi les meilleurs. Il a entraîné des espèces de machines de guerre comme Tyrone Spong, Rumble, Anthony Johnson pour le MMA, donc c'est vraiment la crème de la crème. Ouais. Il s'entraîne avec Hooft pour le striking, et il s'était entraîné avant avec Javier Mendez à AKA. Pour la lutte, il a toutes les années d'entraînement et du fer par le fer avec des mecs comme Cain Velasquez, Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov, et sans compter tous les sparring partners de très haut niveau. Donc en lutte, il est super chaud aussi. Au sol, c'est peut-être malgré tout, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est peut-être l'aspect le plus sous-estimé de son game, enfin de moins en moins maintenant. Mais et pourtant, il finit quasiment tous ses combats par soumission, tout simplement parce que le mec, c'est pas un python. C'est quoi déjà le serpent qui n'entoure pas ses proies? Non, c'est ça. C'est un python. Ouais. Ah oui, parce que pardon. Ça l'entoure. Le boa constrictor entoure et le python croque. C'est ça. Voilà. Donc c'est un python. Et le truc, c'est que c'est ça. Après, il les entoure aussi un peu parce que quand il te coince avec ses jambes et qu'il en profite pour te ground and pounder la gueule, enfin... c'est terrible ça aussi, mais c'est vrai que c'est un énorme snake, ce gars-là. C'est vraiment un snake. C'est un énorme snake, et le truc, c'est qu'en revanche, instinctivement, quand on voit ce qu'a fait Yoel Romero au sol, même avec des gars comme Chris Weidman, Chris Weidman, pareil, hein, c'est première division de lutte aux États-Unis, c'est le meilleur du meilleur en termes de lutte. Et pourtant, mais bon, on l'a dit, hein, Yoel Romero, c'est aussi, il y a les lutteurs de division 1 américaine, et il y a Yoel Romero. Voilà. Donc le problème, c'est que ça, une technique pareille aussi, une technique aussi parfaite et aussi rodée que celle de Romero, avec les facilités athlétiques qu'on lui connaît, en fait, je vois mal qui que ce soit, et c'est pas encore arrivé, hein, je vois mal qui que ce soit maintenir et contrôler Yoel Romero. Oui, non, mais j'ai beaucoup de doutes sur le fait que le combat est au sol, parce que dans tous les cas, c'est ce que t'as dit, même Yoel Romero, quand il amène les combattants au sol, c'est juste pour avoir coché la case takedown, et ensuite c'est soit ground and pound pour te finir, ou sinon, une fois qu'il y a eu le takedown, il se relève en fait. Enfin, il a jamais tenté de soumission, c'est vraiment le gars, il fait le takedown, il fait sa lutte, et puis ensuite, allez, on se relève, donc ça voudrait dire, pour que le combat est au sol, que ce soit Luke Rockhold qui mette Romero au sol et qui ensuite le maintienne au sol. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et concrètement, hein, si jamais ça arrive samedi soir, enfin dimanche matin en France, Luke Rockhold,
tout simplement, ce sera le mec le plus talentueux de la catégorie. Parce que réussir à faire ça à Yoel Romero, bon. Ouais, là, ce serait. Il aurait battu la légende qui le fait lui-même rentrer dans la légende. C'est-à-dire que s'il arrive à battre Yoel Romero à son propre jeu, sachant que personne n'est jamais. N'est arrivé proche de réussir. Même Jacare Souza n'a pas réussi. Il se peut quand même dire. Jacare Souza, c'est peut-être un des mecs les plus décorés et les plus dangereux au sol, qui est transitionné du jiu-jitsu professionnel au MMA. Ouais. Si un mec comme et en plus qui n'est pas une petite personne, hein, Jacare Souza, il est massif. Et ben si un mec comme ce gars-là ne peut pas maintenir Yoel Romero au sol et tenter une soumission et l'y contrôler, tout grand moufti que soit Luke Rockhold, ça va être compliqué, très compliqué. Debout, c'est une autre histoire. Debout, ça va être vraiment intéressant. Vraiment. Ça va être la folie, mais ce qui me fait vraiment peur debout, c'est les petits moments d'absence de notre cher Luke Rockhold qui a tendance à se faire taguer ces derniers temps. Et moi, ça ne me plaît pas parce qu'on peut se faire taguer par David Branch, on peut se faire taguer par Michael Bisping. Encore, on a vu ce que ça faisait quand il se faisait taguer par Michael Bisping. Mais on se fait taguer par Yoel Romero, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Par Yoel Romero, on se fait taguer une fois et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que là, il n'y a plus le droit à l'erreur, mais vraiment... ça pourrait faire basculer la carrière de Luke Rockhold s'il prend un KO comme celui de Weidman ou de Lyoto Machida. Ouais. Parce que Rockhold, c'est quand même un mec qui... C'est un peu comme John Jones, c'est un mec dont on pourrait faire l'hypothèse qu'il fonctionne énormément avec sa propre confiance qui le propulse. John Jones, on disait que c'est un mec qui a une vie à côté des sports de combat qui est complètement chaotique, et c'est ce qui fait qu'il est un bon combattant dans la cage, parce qu'il peut prendre des risques, parce qu'il a cette confiance. Luke Rockhold, pour moi, c'est un peu le même délire. Il n'a jamais été vraiment défoncé par quelqu'un qui était le mal alpha de référence. Il s'est fait défoncer par Victor Belfort, sauf que Victor Belfort était chargé comme un taureau d'abattoir. Et du coup, c'est pas exactement pareil. Tu te dis, si le mec n'était pas dopé jusqu'au cou, j'aurais pu peut-être le battre d'égal à égal. Ouais. Contre Michael Bisping, il le dominait avant de se prendre le KO. Donc il n'y a pas eu encore réellement ce gars naturel, avec la confiance, qui vraiment le ridiculise. Ouais. Si ça arrive contre Yoel Romero, ça pourrait impacter toute la suite de la carrière de Luke Rockhold, je pense. Et puis ce serait terrible. De toute façon, pour moi, ce combat-là, pour le perdant, ça va être désastreux dans le sens où la catégorie middleweight, il y a quand même de sérieux clients. Et celui qui perd, ça veut dire qu'il revient dans les tranchées. Donc ça veut dire quoi ? Déjà, le gagnant affronte Robert Whittaker, c'est loin d'être une partie de plaisir. Mais le perdant, s'il veut remonter, faut se taper Jacare, faut se taper Kelvin Gastelum et faut se taper Weidman. Si on veut avoir droit à nouveau à un title shot ou une ceinture intérimaire. Donc ça fait 3 mecs à battre, donc ils vont pas battre les 3, mais ça fait au moins 2 combats, donc au moins 2 victoires sur ces 2 mecs-là. C'est quand même beaucoup de travail et beaucoup de risques de perdre au moins une fois face à un des 3 mecs. Donc le gars qui va perdre là, Yoel Romero 40 piges, Luke Rockhold 34... Bon. Ouais. Ça va être compliqué. Le seul avantage un peu dans tout ce que tu viens de dire, c'est que là, tu me le dis, tu vois, mais comme ça, à brûle pour point, j'ai pas de talent en middleweight qui soit genre la prochaine menace, tu vois. Ah oui, non, par contre, non. Donc, c'est peut-être l'avantage, c'est qu'on est peut-être sur une espèce de cercle consanguin, un peu comme un heavyweight, où il peut y avoir que des rematchs, et du coup, pourquoi pas, un mec qui réussit à se mettre juste assez au-dessus pour gagner tous ces rematchs un par un. Pourquoi pas. Après, ça voudrait dire un peu plus de temps, tout ça, c'est plus ce qui m'inquiète un peu pour les 2 mecs, dans le sens où, mine de rien, à leur âge, le kilométrage, au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu tendu. Enfin bref, on n'a pas parlé de quelque chose de très important, c'est le cardio. Parce qu'il faut savoir que Luke Rockhold, en fait, ce combat-là aurait pu avoir lieu en septembre dernier, puisqu'en fait, l'UFC avait proposé à Luke Rockhold, notre cher Yoel Romero, et Luke Rockhold, malin comme le serpent qu'il est, et sournois, il a dit non, moi si je combats Yoel Romero, ce sera obligatoirement en 5 rounds. Et effectivement, on l'a vu, Yoel Romero a perdu en 5 rounds, n'a jamais perdu de sa carrière en 3, sauf quand il était au Strikeforce, mais aucune défaite à l'UFC. Le cardio là-dedans. Le cardio là-dedans change absolument tout, parce que approcher un combat quand on sait qu'il y aura potentiellement 3 rounds si on n'arrive pas à finir l'adversaire, et potentiellement 5, c'est pas la même limonade. Donc si on sait qu'il y a la ligne d'horizon, si on sait qu'on voit
juste devant nous la ligne d'arrivée, c'est pas pareil que si on sait qu'elle est à des kilomètres. Et le truc, c'est que la manière de combattre de Yoel Romero s'en trouvera changée complètement parce qu'il se permettra pas certaines choses, tandis que Luke Rockhold, malin comme il est, tu l'as dit, tu vois, lui sait qu'il n'a aucun problème au niveau du cardio. Et du coup, ça change absolument tout parce qu'un Yoel Romero qui appréhende un peu de se lancer dans des double leg takedowns. Et qui reste là-dessus aussi, sur une défaite comme ça, où il gagnait. Après 3 rounds, Romero gagnait. Et il a perdu finalement à la décision en 5 rounds. Nécessairement, dans la tête, ça... Mais, malgré toutes ces ceintures, malgré toutes ces compétitions, ça joue forcément. Ça joue forcément. Et en fait, je pense que, tu vois, on en reparle. Et à mon avis, tu as raison. Il y a peut-être aussi ça qui a joué dans la défaite contre Robert Whittaker, c'est que peut-être bien, il a dominé les 2 premiers rounds, et peut-être bien qu'il s'est dit, j'ai dominé, mais j'arrive pas à le finir. Il reste 3 rounds, je suis peut-être un peu dans la merde, et du coup, il s'est un peu trop économisé, et il a perdu les 3 suivants. C'est largement probable, c'est possible, et s'il adopte un peu le même genre de mentalité, contre Luke Rockhold, eh ben, ouais, il peut perdre de la même manière. Je vois mal, à part peut-être par soumission, je vois mal Rockhold terminer Romero, parce que le mec est virtuellement interminable. À part, il a déjà perdu par KO, mais c'était en la division d'au-dessus, en light heavyweight. Et c'était un TKO, et en soi, il était pas, c'était plutôt l'arbitre. Enfin, l'arbitre a pas fait de zèle, mais il l'a vraiment protégé dans le sens où Romero était toujours conscient, et il évitait les frappes avec ses bras, mais il s'en prenait quand même, il était au sol. Ça allait, je veux dire, dès que l'arbitre a arrêté le combat, il s'est relevé, il était là. Ouais, ça allait. Et après, le mec qui l'a combattu et le mec qui a mis KO Rockhold, c'est comment il s'appelle, Rafael Cavalcante. Ouais. C'est pas non plus un rigolo. C'est un gros light heavyweight. Donc, il a été champion du Strikeforce. Hein. Il a été champion du Strikeforce avant de se prendre la H-band de Dan Anderson. Et ouais, un truc monstrueux. Enfin, un moment légendaire, un moment Nutella. Mais du coup, voilà. Ça va être compliqué de finir Romero au sol. Pour le finir par soumission, il faut l'amener au sol et c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une sinécure. Pour le terminer debout, faut quand même faut réussir à le coincer. Ou alors, pour coincer Romero, enfin c'est presque une antithèse. Hein, c'est impossible. Terminer debout aujourd'hui. Bah, moi, ça me paraît vraiment virtuellement impossible. Non, je pense que aussi ce qui fait que si Rockhold gagne, c'est la décision, c'est qu'à mon avis, le gars qui terminera un jour, enfin, si quelqu'un termine Romero, il faut avoir l'insouciance en fait de se dire je peux tout mettre sur un coup. Et un gars comme Rockhold, il est quand même hyper réfléchi, il est dans le game depuis assez longtemps et il a vu tous les KO de Romero, il a vu tout ce que les mecs se prennent sur, comme on a dit, il suffit que Romero ait une inspiration, une machin, il fait une feinte, il arrive avec sa jambe arrière à réussir à faire un bond de 2 mètres ou quelque chose comme ça, tu te dis, bon, je vais pas tout mettre quand même sur un coup parce que ça peut revenir très vite. Ouais, non, c'est clair. Honnêtement, l'appréhension est telle quand on combat Romero que le risque n'en vaut pas la chandelle. Enfin, le risque, c'est quand même vraiment de prendre un sale KO qui vous change à tout jamais. C'est peut-être pas la peine de prendre un tel risque. Alors, c'est vrai que... tu dis... Comment dire, après, bon voilà, l'avantage c'est que Rockhold a quand même de la bouteille, maintenant il est un peu réfléchi. Ça n'a jamais été un mec qui met des KO énormes. Non. Ça a toujours été un mec un peu, un combattant un peu d'attrition qui vous lamine petit à petit et qui vous termine sur un coup peut-être, mais c'est plutôt, il vous use plus qu'autre chose. Ouais, du coup, je pense il aura une approche plutôt chirurgicale et millimétrique dans son démantèlement de Romero, plus que essayer d'aller lui mettre une pilée ou une paillasse, tous les guns sortis, quoi. Tout à fait. Alors, prono. Moi, je mets quand même. C'est dur, hein. C'est dur. Si ça peut se terminer, je dirais que les probabilités dans un sens et dans l'autre seraient pour Romero un KO et pour Rockhold une décision. Ouais. Je vais pencher pour la décision pour Rockhold. Ça me paraît le pronostic le plus probable au regard de ce qu'on a comme données. Effectivement, je pense KO Romero. KO Romero, 3e round. Et je pense que ça va être terrible ce combat-là. Parce que ça va faire un KO, je pense, un peu à la Weidman. Un peu à la Weidman. Dans le sens où le combat, c'est pas une domination, mais ce sera assez équilibré. À mon avis, ça ira plutôt vers Rockhold.
Mais il y aura voilà, ce petit moment classique où même contre Machida, Rockhold, il se fait toujours taguer un peu, tu vois. T'as toujours 15 secondes dans le combat où il se fait taguer. Et je pense que ces 15 secondes-là, ça va être terrible. Parce que quand on a vu, c'était pareil quand il y a eu le combat de Jacare Romero, quand il fait son spinning back fist. Ça sort de nulle part, c'est complètement inattendu. Mais Jacare, mine de rien, il a, même s'il s'est pris des KO, mais il a le côté, il est plus durable qu'un mec comme Rockhold. Ouais. Et je pense que Rockhold se prend un spinning back fist comme ça, il est knockdown, et ensuite, Romero lui saute dessus, et c'est terminé. Et j'ai vraiment peur qu'il se passe ça au troisième round, et c'est pour ça que enfin, au cours du combat, je pense qu'il y aura un moment comme ça, et je vois mal Rockhold s'en sortir. C'est vrai que putain, j'ai presque envie de changer mon pronostic là. Parce qu'en fait, j'ai les images, du chaos de Bisping et du chaos de Belfort. Ouais, tu vois. Et c'est vrai que l'image vient assez spontanément d'un Rockhold à l'aise jusqu'alors, Voilà. mais quand il s'en prend une, il est aux fraises. C'est vrai que merde. Je vais rester sur mon prono quand même, histoire qu'on se complète un peu sur les pronos. Mais... Mais ouais, putain, ça sent la sombritude. Ça sent le brouillon. Ça sent le bresson. Ah non, mais j'ai très peur. J'ai très peur que ça se termine assez mal. Parce que dans tous les cas, ouais, que ça se termine en mode comme le KO contre Chris Weidman où tout le monde est un peu. Ouais. Qu'est-ce Le qui chaos va de se passer ? Weidman. Et encore, tu vois, je crois que tu viens de dire que c'était pas une domination totale. C'est vrai, mais pour moi, il y avait clairement une domination de Romero. Oui, il y avait une domination, mais je veux dire, c'est dans le sens où tu le vois pas forcément venir. Tu vois que Romero est beaucoup plus puissant, qui domine dans les débats quand Weidman essaye de merder takedown, mais t'as aucun moment tu te dis ça va se terminer en jumping knee avec le gars qui va se retrouver le crâne en sang et puis tout le monde qui est là en mode oula, on va peut-être flouter les images. Enfin. Voilà. Bref, et troisième combat de la soirée. On va faire vite fait les pronos, hein, puis on terminera là-dessus. Enfin, deuxième combat d'abord, co-main event, Mark Hunt, Curtis Blades. Alors. On part en prono direct ? Ouais. On part en prono direct. On en parlait juste avant. Curtis Blades, solide lutteur. Mais mettre Mark Hunt au sol, en fait, c'est pas du tout aussi facile que ça en a l'air. Ouais. C'est en 3 rounds seulement. Mark Hunt sera à la maison, donc il s'est sûrement entraîné comme une bête. La maison, on parle d'Australie. Je pense que ça va être un sale KO pour Mark Hunt. C'est-à-dire, Mark Hunt va mettre un sale KO à Curtis Blades, je pense. La même, ouais. Il est reposé, Mark Hunt. Les images qu'il a uploadées sur ses réseaux sociaux, il est vraiment in shape. Vraiment, là, ouais. Mark Hunt, c'est du bon gras qu'il a, mais il est bien. Donc, ouais, pareil, sale KO de Curtis Blades. De Mark Hunt, pardon, sur Curtis Blades. Ouais. Et enfin, troisième combat de la soirée. Tai Tuivasa contre notre cher Cyril Asker. Cyril Asker qui était premier combat de la soirée à l'UFC Shanghai. Et là, qui se retrouve en fait un peu par hasard. Il marchait, ils lui ont dit allez, viens combattre Tai Tuivasa. Et qui est un peu jeté en pâture à l'espoir australien. Parce que Tai Tuivasa, qui est d'ailleurs le protégé de Mark Hunt, ouais. il ressort d'un chaos assez terrifiant. Ouais. On parle d'un mec qui... Mark Hunt a un peu de gras, Tai Tuivasa c'est même modèle, hein, on parle d'ancêtres samoans. Après ça pend un peu plus pour Tai Tuivasa. Ouais, Tai Tuivasa ça tombe un peu plus, il y a un peu plus de flambi dans les bourrelets, mais il est tout aussi monstrueux. 24 il est piges, un peu moins invaincu. Il est un peu moins poli pour l'instant parce qu'il est encore jeune. Hein. Ouais. Il est un peu moins poli et c'est normal que Mark Hunt, parce que Mark Hunt c'est un ancien champion du K1. Enfin c'est un mec, c'est la crème de la crème du striking. Mais son dernier KO est d'une violence incroyable. Il est en pleine confiance. Ouais. Il est puissant. Honnêtement, de ce qu'on a vu de Cyril Asker, qui a même lui un travail à côté. Il est garagiste, je crois. Ouais, c'est ça. À Avignon. À Avignon, donc voilà, un big up. Mais Cyril Asker qui a un travail à côté et qui... non, c'est terrible de la part de l'UFC, c'est terrible de lui faire ça, parce qu'il est talentueux, mais il n'a pas les mêmes ambitions. Il n'a pas les mêmes ambitions, mais de l'aveu même de Cyril Asker, il n'a pas les mêmes ambitions, et l'UFC lui a vraiment... C'est pas un secret, ils essaient de faire de Cyril Asker un espèce d'agneau sacrificiel pour propulser un nouveau heavyweight, un nouveau talent heavyweight dans une division qui manque de souple. Il a démarré en trombe, il coche toutes les cases du prospect, ouais. Donc ils essayent un petit peu de gonfler son palmarès aux dépens de notre Cyril Asker. Moi, de toute façon, évidemment,
L'idéal, ce serait que Cyril Asker, surprenne tout le monde et nous décoche un bon petit KO. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Alors là, franchement, là, ce serait somptueux. Et mais quand même, l'engagement n'est pas le même. Les ambitions ne sont pas les mêmes, tu l'as dit. Les régimes d'entraînement ne sont pas les mêmes. Et je pense que malheureusement, la balance elle penche salement du côté de Tuivasa. Donc si on devait faire un pronostic, malheureusement, il y a quand même, les probabilités sont grandes d'un KO pour Tuivasa. Ouais, la même KO Tuivasa. Et j'allais oublier la question, on va en faire juste une, parce que là, nous sommes déjà très très en retard. Eh oui, on a beaucoup parlé sur l'UFC Belém. Ça valait le coup. Voilà, ça valait le coup. Bref, et donc la question, c'était sur le combat qui passionne tout le monde. Question sur Snapchat, quand même, vous pouvez nous poser des questions sur Snap, Insta, Facebook, Twitter, par DMs. Nous y répondons sur le podcast. Donc là, c'était la question sur la revanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Question 1, va-t-elle avoir lieu trois questions. Question 1, va-t-elle avoir lieu? Deuxième question, en boxe ou en MMA? Et enfin, la toute dernière, c'est qui gagne dans chacune des disciplines. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas que ça arrivera en boxe ni en MMA. Mm-hmm. Mais si ça devait arriver, je pense pas que ça arrivera en boxe parce que non, ça n'intéresse plus personne maintenant en boxe. Ça n'intéresse plus personne parce que on a eu le combat. Ça a duré assez longtemps pour qu'on puisse être témoin du différentiel abyssal au niveau des compétences en anglaise, ce qui est logique. Donc le combat en boxe anglaise n'intéressera plus personne. Donc si ça n'intéresse plus personne, ça ne fait pas d'argent. Et si ça ne fait pas d'argent, personne ne le promeut. Donc en boxe, non. Alors Floyd Mayweather est un peu en train de faire le malin, ce qui est d'ailleurs un petit peu malaisant, je trouve, sur les réseaux sociaux où il fait des espèces de galipettes. What are the odds? What are the odds? Ouais, il fait des pas chassés dans une cage et il se frotte les mains et il fait le malin. Et la vérité, c'est qu'il ne s'est pas entraîné un seul jour dans sa vie, je pense, en grappling ou en lutte ou en quoi que ce soit. On a déjà eu ce genre de cas de figure. C'était Randy Couture contre James Toney. Allez vous renseigner, c'est assez intéressant. On parle quand même d'un combat qui n'a pas duré un round et c'était... si le gars qui fait du MMA décide de mettre au sol le boxeur, ça se fait en un quart de seconde et il n'y a rien que pourra faire le boxeur. Mais il peut faire des règles spéciales. Pour moi, on peut pas dire que c'est impossible qu'il y ait un autre combat parce que les deux en parlent toujours en fait. C'est un peu ça, il n'y a pas ce côté, on est passé à autre chose, tu vois. On est passé à autre chose et maintenant chacun reste dans sa discipline et n'en parle plus et dit ouais, j'ai perdu ou je vais revenir en boxe, machin, mais on sait que ça va pas se faire. Là, les deux font vraiment tout pour qu'il y ait un combat, remettre ça sur la table, continue de poster ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je verrais bien un combat, pas en full MMA, mais qui ait des règles aménagées pour Floyd, dans le sens où il va perdre naturellement, mais que ce soit pas humiliant, dans le sens où McGregor le met au sol et puis soumission au bout de 30 secondes. Ouais, et il y a déjà eu ce genre de truc au Japon, c'était des règles un peu spéciales où par exemple, il y avait donc le combat debout, là tout est permis comme un match de MMA. En revanche, une fois que le combat est au sol, il y a 30 secondes. Et si McGregor n'a pas réussi à soumettre Floyd Mayweather en 30 secondes, les deux combattants sont relevés. On peut se diriger vers un truc comme ça. Ça peut. Pour être tout à fait honnête, je pense pas que McGregor ait besoin de plus de 30 secondes pour soumettre Floyd Mayweather. Ah oui, non. Mais à la limite, tu sais, ce serait presque comique, mais faudrait que la règle ce soit genre 5 secondes. T'as 5 secondes pour le soumettre, sinon on vous relève, ça pourrait être intéressant. Mais ils peuvent faire ça, mais le but, je pense, ce sera vraiment surtout de se dire, ok, McGregor, ils ont été vraiment sympas avec lui, surtout au niveau de l'arbitrage, dans le sens, t'es pas allé au sol parce qu'on a arrêté le combat assez tôt. Là, contre Floyd, on fait en sorte que ça se termine pas en sale chaos. Parce que même si c'est dans une autre discipline, le mec est terminé si ça se termine par un vrai knockout où le gars est inconscient et panique sur les télés, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est vrai que ce serait intéressant s'il y a ce genre de règles. Et puis même, je pense que McGregor voudrait prouver aussi qu'il n'a même pas besoin d'aller au sol pour battre Mayweather, ce qui est largement envisageable. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup plus d'armes dans son répertoire. Mais après, en fait, je pense que ce qui va aussi jouer, c'est que je vois mal, pour avoir vu pas mal d'interviews, pour avoir entendu pas mal parler Mayweather,
c'est pas dans sa personnalité, je pense, de prendre un tel risque inconsidéré, même avec des règles aménagées. Pour l'argent, parce qu'il a parlé, est-ce que tu as vu l'interview de Stephen Espinoza, qui est le boss de Showtime, donc le diffuseur de tous les combats de Mayweather, qui avait rendez-vous avec Mayweather pour discuter de l'avenir de Mayweather, justement. Et c'était cet avenir-là, ils allaient évidemment parler de la question du MMA, parce que pour le MMA, ce serait dans la cage de l'UFC, donc forcément, ce serait diffusé en pay-per-view, et le pay-per-view de l'UFC, non pas celui de Showtime. Ouais, bah ouais. Bah ouais, et ça, tu vois, c'est un peu, tu te dis, ok, les deux montent ça, machin, on sait que ça va pas se passer, ils font ça sur les réseaux sociaux, en soi, tu peux poster des chiottes quand t'es posé. Mais te dire que t'as quand même le boss de Showtime qui va avoir un rendez-vous avec Mayweather pour parler de son futur, sachant que Mayweather, évidemment, s'il revient, c'est pour l'argent, il va pas revenir en boxe où il y a quand même beaucoup plus de risques et beaucoup moins d'argent à se faire qu'un combat contre McGregor. C'est vrai. Et C'est c'est vrai. pour ça que ça me fait. Je me dis, il prépare peut-être une revanche, on sait pas trop quoi, mais quelque chose en MMA. Donc, ouais, possibilité pas à exclure. Ce qui est sûr, c'est qu'en boxe, non. Mais Non. MMA, Voilà. pourquoi pas à exclure s'ils aménagent les règles. Ça, c'est sûr. Voilà, et Mais donc ça- ce serait une grosse victoire boucherie de McGregor. Si les règles ne sont pas aménagées. ouais, ouais. Si les règles ne sont pas aménagées, il y a 0,003% de chances que Mayweather réussisse à placer une droite sur McGregor. Même avec des règles aménagées, ou mettons qu'il n'y a même pas le droit d'aller au sol, genre une seule fois, avec toutes les armes qu'a McGregor à sa disposition, même là, je pense que Spinning ce back serait... kick. Après, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que d'un autre côté, je vois mal McGregor finir Mayweather avec des kicks. Donc, il serait forcément obligé de se rapprocher pour placer sa gauche. Et là, ça peut être intéressant. Parce que s'il est obligé de se rapprocher, là, il est baisé. Oh. Par contre, ouais, si Floyd Mayweather gagne dans un combat à l'UFC contre McGregor, là, la discipline, le mec, enfin, tout est Alors, terminé. ouais, là, c'est foutu. Et c'est pour ça que je pense que si négociation il y a, Ouais. l'UFC a peut-être pas intérêt à trop filer non plus de pâte de fruits à McGregor, parce que si les règles sont trop permissives, ou pas assez justement, il y a quand même moyen, parce qu'on parle quand même de Mayweather, hein, l'un des meilleurs boxeurs, si ce n'est le meilleur boxeur de tous les temps en termes de technique. Ouais, c'est peut-être pas le moment de prendre trop de risques et de flinguer son propre sport non plus, tu vois. Donc sur papier, McGregor l'emportera. J'espère que vous êtes content de notre réponse sur ce, mon cher Rust. À la, Bah, écoute, à très bientôt. à la prochaine. I back it up.